Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le studio d'Europe 1 Soir est plein comme un œuf. Je suis avec Vincent Roy. Bonsoir, cher Vincent. Bonsoir, Pierre. Journaliste et essayiste. Bonsoir, Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous, Pierre Vermeuren. Et merci d'être avec nous. Vous allez intervenir dans un instant pour nous parler de ce qui se passe. Un véritable acte de censure sur votre livre qui devait être publié aux presses universitaires de France. On se croirait en Corée du Nord. Et j'accueille le général Olivier de Bavinckove. Mes respects, mon général, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'OTAN en Afghanistan. Dernier épisode en date. Vladimir Poutine ordonne à son armée de libérer complètement la région russe de Koursk, où ses troupes ont revendiqué ces derniers jours de rapides gains face aux forces ukrainiennes. Ce dernier mouvement dans cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans et dans un contexte diplomatique qui depuis décembre a pris, j'allais dire, un envol assez particulier. Comment est-ce que vous analysez ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on est peut-être proche d'un cessez-le-feu de 30 jours comme le veut Washington et Kiev ? Cette prise par l'Ukraine de quelques centaines de kilomètres carrés en territoire russe, c'est un caillou dans la chaussure. Un caillou, ça n'empêche pas de marcher, mais c'est assez douloureux. Et c'est assez pénible. Et au moment où des négociations très compliquées vont s'ouvrir, puisque la Russie va devoir expliquer les raisons pour lesquelles elle accepte ou elle n'accepte pas. Ne préjugeons pas de ce que va faire le régime de Poutine. Il est important, me semble-t-il, pour ce régime, que les frontières de la Russie ne soient plus franchies par une armée étrangère. Donc la région de Koursk, il y a quelques dizaines de kilomètres carrés qui sont encore dans les mains des Ukrainiens. Et il est très probable que le régime de Poutine ne souhaite pas entamer des négociations avec ce caillou dans la chaussure. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer après, s'il y a un niet ? Que va-t-il se passer après ? Mais là, c'est là où on va voir, au fond, à l'œuvre, le pouvoir de persuasion des Américains et la puissance américaine s'exprimer. Car dans une négociation comme celle-ci, comme d'ailleurs dans toute négociation qui met en œuvre des partis en présence qui ont des moyens puissants de rétorsion, on va voir si les arguments que vont avancer les Américains sont des arguments suffisamment convaincants. Moi, il me semble que les Américains vont réussir. Parce que ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que évidemment, c'est toujours très compliqué d'expliquer ce qui s'est passé sur le terrain depuis maintenant 3 ans. Nous sommes dans la 4e année de ce conflit extrêmement sanglant. Mais si la Russie a remporté des gains substantiels, aujourd'hui, il lui manque à minima 30% de ce que représentent ces 4 provinces, ces 4 départements, que sont Kherson, Zaporijjia, le Donetsk et le Luhansk. 30%, ça veut dire que, bien sûr, la Russie a avancé, mais elle a avancé au prix de pertes considérables, humaines d'abord, ce qui est épouvantable, humaines d'abord, et ensuite d'équipement. Et donc, elle rencontre une résistance farouche. Et donc, peut-elle poursuivre et peut-elle atteindre la possession des 4 provinces ? Probablement. Bien sûr, avec un coût extrêmement élevé pour arriver jusqu'au terme. Peut-elle se contenter aujourd'hui de ce qui sont ses gains, de ce que sont ses gains ? C'est toute la négociation qui va s'ouvrir avec un négociateur, M. Witkoff, qui arrive d'un environnement et d'un monde très différent, mais qui va probablement... On rappelle son portrait robot, Witkoff ? C'est un entrepreneur, bien sûr, grand ami du président Trump depuis plus de 30 ans, dit-on, qui est assez brutal. Il a travaillé dans l'immobilier aussi, comme M. Trump. Il a probablement travaillé dans l'immobilier. Il est assez brutal et assez cash dans sa façon de s'exprimer, ce qui d'ailleurs est assez fréquent avec nos amis américains, qui sont généralement un peu plus cash que nous le sommes. Donc on va voir si... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devrait prendre exemple sur cette méthode ? La méthode du taser ? Ce que je pense, c'est que dans un monde brutal,
et qui devient de plus en plus brutal, violent et très agressif, nous ne pouvons pas nous contenter d'assister. De compter les points. De compter les points. C'est une position qui est assez agréable, mais pour être un arbitre, il faut quand même avoir la puissance derrière soi. Tuc Dual-Denis. Moi, c'est pas tant la brutalité des Américains qui m'inquiète, parce qu'effectivement, je rejoins ce que dit le général, il faut aussi être parfois aussi cash que ses interlocuteurs. En revanche, c'est leur revirement, et c'est le côté assez baroque de la diplomatie américaine ces derniers jours, c'est-à-dire que on est passé de Trump qui traitait Zelensky de dictateur, de Trump et son vice-président qui se sont malmenés qui ont malmené un petit peu le président ukrainien, à aujourd'hui les Américains qui rétablissent l'aide militaire à l'Ukraine et qui rétablissent la mise à disposition de leurs services de renseignement pour les Ukrainiens, au moment même où ils doivent convaincre les Russes d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Et je me demande dans quelle mesure les Russes vont pouvoir justifier ce cessez-le-feu avec ce revirement américain, dans la mesure où pour Poutine ça va être compliqué d'expliquer à sa population, ou en tout cas à ses plus fervents partisans bellicistes, qu'on donne à l'Ukraine un avantage compétitif, si vous pouvez me permettre l'expression, de 30 jours où l'Ukraine va pouvoir, pendant ce cessez-le-feu, se réarmer et redisposer d'informations qui lui manquaient ces derniers jours. Faut quand même comprendre que les Russes ont aujourd'hui inscrit dans leur constitution les territoires conquis en Ukraine, et que donc il faut dans une négociation laisser une porte de sortie à celui avec qui on négocie. Alors évidemment, avant on se posait tous la question pour les Ukrainiens plutôt, mais paradoxalement aujourd'hui c'est pour les Russes qu'on se la pose. Et puis il y a aussi l'avantage du temps, c'est-à-dire que nous on est dans une espèce d'immédiateté très très contemporaine, mais les Russes ont une espèce de profondeur historique consubstantielle à leur culture, et qui vaut aussi pour ce conflit. On a interviewé cette semaine dans Valeurs Actuelles le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, qui expliquait que s'il fallait que ça dure encore 3 ans, ça pourrait encore durer 3 ans. Oui. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, ils n'ont pas la même culture. Et puis ils sont en économie de guerre, ils ont 40% du budget qui est alloué à cela, donc évidemment. Vincent Roy. La question, moi, que je me pose, c'est bon, au départ, effectivement, Trump dit, moi j'ai dépensé trop d'argent, donc on coupe les budgets, ou alors je veux le récupérer avec l'affaire des granites, puisqu'il y avait cette question, un contrat qui lui permettait de récupérer de l'argent dont il trouvait que il avait été trop dépensé. Et là, effectivement, il y a une sorte de revirement. Alors la question à se poser, c'est qu'est-ce que Trump gagne à ce revirement? Qu'est-ce qu'il gagne en disant à l'Ukraine, on reprend finalement notre aide, à la fois militaire, à la fois financière, et à la fois pour la question du renseignement. C'est la seule question à se poser. Réponse du général de Bainque. Qu'est-ce que Trump gagne? Je suis pas sûr que les États-Unis ou le président Trump aient quelque chose à gagner dans les négociations qui vont s'ouvrir. Le président Trump à titre personnel probablement, mais en dehors de ça, je ne vois pas très bien quel est le gain. Ce que veulent les Américains, c'est que la guerre cesse. Ça, ils le veulent absolument. Ils sont absolument décidés. Et de ce point de vue, ils décident de le faire en position de très grande force. Vous vous souvenez que la semaine dernière, ou une dizaine de jours, lorsque le sentiment général de lâchage des Ukrainiens s'est fait jour dans toutes les rédactions occidentales, et vous avez eu de nombreux invités qui se sont exprimés sur la question, tout le monde s'est dit, mais au fond, les Américains lâchent ce qui constitue le moyen le plus sûr de faire plier l'adversaire, c'est-à-dire la puissance et la force. Puisque les Américains fournissaient, en termes d'aide militaire, les Européens fournissent plus que les Américains en termes d'aide globale, mais moins en termes d'aide militaire. Ne rentrons pas dans une bataille de chiffres, mais tout ceci est amplement prouvé. Les Américains fournissaient 3 choses essentielles. Des yeux, des oreilles, les meilleurs yeux et les meilleures oreilles du monde, et des munitions et des équipements de combat en quantité suffisante permettant aux Ukrainiens de supporter l'assaut russe. Non seulement de le supporter, mais de le bloquer. C'est ça que rétablissent les Américains dans cette période de transition, de façon à peser sur le cours des négociations.
Merci beaucoup, mon général, de nous avoir éclairé sur le sujet.